Tu es là, encore une fois, au cœur d'une dispute qui t'échappe. Les mots sortent comme des lames, mais ce ne sont pas vraiment tes mots. C'est quelque chose d'autre qui parle à travers toi, quelque chose de plus ancien, de plus profond. Une voix que tu ne reconnais pas, mais qui vit dans ta gorge, dans tes poings serrés. Imagine cette scène. Tu discutes calmement avec quelqu'un que tu aimes. Et soudain, sans prévenir, tout dérape. Une phrase de trop, un regard de travers, et voilà que tu deviens quelqu'un d'autre. Tu attaques, tu te fermes, tu contrôles, tu disparais. Mais qui est cette personne qui prend les commandes? Ce n'est pas toi, c'est ta blessure qui s'exprime. Chaque conflit a un langage secret. Chaque dispute cache un message que ton âme essaie désespérément de faire entendre. Mais personne ne t'a jamais appris cette langue. Personne ne t'a dit que derrière chaque cri, il y a un enfant qui supplie d'être vu. Que derrière chaque silence, il y a une peur immense de ne pas être aimé. Il existe 7 langages cachés du conflit. 7 manières dont ton cœur blessé tente de se faire comprendre. 7 masques que porte ta douleur pour survivre. Et aujourd'hui, nous allons les découvrir ensemble. Non pas pour les juger, mais pour les reconnaître. Pour enfin comprendre ce que ton âme essaie de te dire depuis si longtemps. Parce que ton conflit, ce n'est pas ton ennemi. C'est ta blessure invisible qui cherche la guérison. Tes mots deviennent des poignards. Ta voix monte, tes gestes se durcissent. Tu attaques avant d'être attaqué, tu frappes avant d'être frappé. Mais ce feu qui brûle en toi, ce n'est pas de la colère, c'est de la panique. Une panique si ancienne que tu l'as oubliée. Ton corps se souvient de cette première fois où on t'a humilié, cette fois où tes mots ont été écrasés, où ton cœur a été piétiné. Cette fois où tu as appris que le monde pouvait être cruel et que la seule façon de survivre était de devenir cruel en retour. Alors maintenant, dès qu'une conversation devient tendue, dès qu'un désaccord pointe son nez, quelque chose en toi se réveille. Tes mâchoires se contractent, tes épaules remontent, ta poitrine se serre comme un poing. Et cette voix qui n'est pas la tienne, prend le contrôle. « Je vais te dire ce que j'en pense, dit-elle. Tu ne me respectes pas? Eh bien, moi non plus. » Mais derrière ces mots durs, il y a une petite fille terrorisée qui crie « Ne me fais pas mal, s'il te plaît, ne me fais pas mal. » L'attaque, c'est ta façon de dire « J'ai peur ». C'est ta manière de créer de la distance avant que l'autre ne te rejette. Tu choisis de faire mal plutôt que de risquer d'avoir mal. Tu préfères être celle qui part plutôt que celle qu'on abandonne. Ce n'est pas de la haine qui coule dans tes veines quand tu attaques, c'est de la terreur déguisée en rage. C'est un système de défense qui s'est mis en place quand tu étais trop petite pour comprendre que tu avais d'autres choix. Mais aujourd'hui, tu peux commencer à voir que derrière chaque attaque, il y a une blessure qui demande de la tendresse. Tu ne dis rien, tu te retires, tu deviens froide, lointaine, comme si tu n'étais plus là. Tes lèvres se scellent, ton regard se voile et tu disparais sans partir. Tu es présente physiquement, mais ton âme s'est enfuie quelque part où personne ne peut l'atteindre. Ce silence, ce n'est pas du calme, c'est une tempête muette. C'est un cri sans son qui résonne dans tout ton corps. Ta gorge se noue, tes mains deviennent glacées et quelque chose en toi se fige, comme si tu retenais ton souffle en espérant devenir invisible. Tu as appris ce langage très tôt. Cette première fois où tu as exprimé tes besoins et qu'on t'a dit que c'était trop. Cette fois où tu as montré ta tristesse et qu'on est parti. Cette fois où tu as compris que tes émotions faisaient fuir les gens que tu aimais. Alors tu as développé cette stratégie silencieuse. Si je ne demande rien, on ne me dira pas non. Si je ne montre rien, on ne me rejettera pas. Si je deviens petite, très petite, peut-être qu'on m'oubliera sans me quitter. Mais ton silence parle plus fort que tous les mots. Il dit « Je suis en train de mourir à petit feu, mais je préfère mourir que risquer de te perdre. » Il dit « J'ai tellement peur que tu partes que je pars en premier, mais sans partir vraiment. » Ce vide que tu crées autour de toi, c'est ta façon de contrôler la distance. Tu choisis l'absence avant qu'on te l'impose. Tu deviens inaccessible pour ne pas risquer d'être abandonné. Ton corps connaît ce langage par cœur. Il sait comment se faire oublier, comment occuper le moins d'espace possible. Il a appris à respirer sans bruit, à exister sans déranger. Mais derrière ce silence, il y a une voix qui supplie d'être entendue, une voix qui dit « Je suis là, je compte, s'il te plaît, ne m'oublie pas ». Tu surveilles chaque mot, chaque geste, chaque respiration. Tu anticipes,
tu prévois, tu organises. Dans ton esprit, tout doit être parfait, prévisible, maîtrisé. Parce que si tu contrôles tout, rien ne peut t'échapper. Et si rien ne t'échappe, personne ne peut te trahir. Ton corps vit dans une tension permanente. Tes épaules portent le poids de tous les scénarios possibles. Tes mains se crispent sur des détails que personne d'autre ne voit. Tu vérifies, tu revérifies, tu t'assures que chaque pièce du puzzle reste à sa place. Cette obsession du contrôle, elle n'est pas née de nulle part. Elle vient de cette fois où tu as fait confiance et où on t'a brisé. Cette fois où tu as baissé la garde et où quelqu'un en a profité. Cette fois où tu as découvert que les gens pouvaient mentir, trahir, disparaître sans prévenir. Alors tu as juré que plus jamais on ne te prendrait par surprise. Tu as développé cette hyper-vigilance qui ne te quitte jamais. Tu lis entre les lignes, tu décodes chaque silence, tu interprètes chaque micro-expression. Tu deviens une détective de tes propres relations. Si je contrôle ces réactions, je contrôle ma douleur, murmure cette voix en toi. Si je maîtrise le scénario, je peux éviter la tragédie. Mais ce besoin de tout tenir cache un vide immense de confiance. Une blessure si profonde que tu préfères épuiser ton énergie plutôt que de risquer de la rouvrir. Tu cherches les failles avant qu'elles apparaissent. Tu répares les problèmes avant qu'ils existent. Tu vis dans le futur pour ne pas habiter le présent, parce que le présent, c'est là où vit ta peur. Mais derrière ce besoin de contrôle, il y a une âme fatiguée qui dit « J'ai juste besoin de savoir que tu ne vas pas me faire mal. J'ai besoin de sentir que je suis en sécurité avec toi. » Tu te fais plus fragile que tu n'es. Tu amplifies ta douleur, tu dramatises tes blessures, tu deviens cette version diminuée de toi-même. Non pas par manipulation consciente, mais parce que quelque part, tu as appris que c'est seulement quand tu souffres qu'on te voit vraiment. Ton corps connaît cette posture par cœur. Tes épaules s'affaissent, ta voix devient plus faible, tes gestes se font hésitants. Tu occupes moins d'espace, tu parles moins fort, tu deviens cette ombre de toi-même qui appelle silencieusement au secours. Cette façon de te rendre petite, elle vient de cette enfance où tes besoins normaux étaient ignorés, mais où tes crises étaient entendues, où ton bonheur passait inaperçu, mais où tes larmes mobilisaient l'attention. Tu as compris, sans le vouloir, que la souffrance était ton seul moyen d'exister aux yeux des autres. Alors maintenant, quand un conflit éclate, quelque chose en toi se contracte automatiquement. Tu deviens cette version blessée qui espère qu'on viendra te consoler. Tu transformes chaque désaccord en preuve que le monde est injuste avec toi, que la vie te traite mal, que tu mérites mieux. « Regarde comme je souffre », dit ce langage silencieux. « Regarde comme on me fait du mal ». Mais derrière ces mots, il y a un cri plus profond. Est-ce que je compte pour toi ? Est-ce que j'ai de la valeur même quand je ne souffre pas ? Ce besoin d'être sauvé cache une blessure d'injustice immense. Une partie de toi qui n'a jamais appris qu'elle avait le droit d'être vue, aimée, respectée, même dans sa force, même dans sa joie, même dans sa dignité naturelle. Ton souffle devient court quand tu entres dans ce rôle, ton corps se recroqueville comme s'il cherchait à disparaître et à être trouvé en même temps. Mais tu n'es pas cette petite chose fragile, tu es bien plus que ta douleur, bien plus que tes blessures. Tu fais des blagues avec ta douleur. Tu transformes chaque blessure en punchline, chaque larme en rire jaune. Ton humour devient cette armure brillante qui cache tout ce que tu ne veux pas montrer. Tu ris, mais ton corps tremble sous ce rire. « C'est pas grave », dis-tu avec ce sourire en coin qui ne trompe personne. « J'ai l'habitude. » Mais tes mains tremblent imperceptiblement. Ta voix vacille à peine, et quelque chose dans tes yeux dit tout le contraire de tes mots. Cette ironie constante, elle s'est construite sur une blessure d'humiliation si profonde que tu as préféré apprendre à rire de toi-même avant que les autres ne le fassent. Tu as transformé ta honte en spectacle, ta vulnérabilité en numéro de clown. Tu as appris très tôt que si tu montrais ta vraie douleur, on s'en moquerait. Que si tu pleures, on te dira que tu es trop sensible. Que si tu exprimes tes besoins, on te trouvera pathétique. Alors tu as développé cette stratégie brillante. Je vais me moquer de moi-même en premier. « Ah, moi et mes problèmes ridicules, dis-tu en riant. Moi et ma petite vie de merde. » Mais derrière chaque blague, il y a un cœur qui saigne. Derrière chaque rire forcé, il y a une âme qui crie de douleur. Ton sarcasme, c'est ta façon de dire « Je sais que je ne vaux rien, alors ne perdez pas votre temps à me le dire. » C'est ta manière de rejeter avant d'être rejeté, de te diminuer avant qu'on te diminue.
Ton corps connaît ce mécanisme. Il sait comment sourire quand il a envie de pleurer. Il sait comment faire rire quand il a besoin de réconfort. Il a appris à performer la légèreté quand il porte une lourdeur immense. Mais derrière tous ces rires, il y a une petite fille qui dit « Je ne suis pas un objet de moquerie. Je mérite d'être prise au sérieux. Ma douleur mérite d'être respectée. » Tu es égoïste, dis-tu avec conviction. Tu ne penses qu'à toi. Mais pendant que tu parles, quelque chose d'étrange se passe. Tes accusations résonnent comme un écho dans ta poitrine, comme si c'était toi que tu décrivais, comme si c'était à toi que tu parlais. Ton doigt pointe vers l'autre, mais ton corps tout entier se contracte comme s'il se pointait lui-même. Tes mots sortent avec une force qui te surprend, une émotion qui ne correspond pas vraiment à la situation. Cette colère disproportionnée qui révèle que tu ne parles pas vraiment de ce qui se passe ici, maintenant. Tu vois en l'autre ce que tu refuses de voir en toi. Sa froideur te met en rage parce qu'elle te rappelle la tienne. Son besoin de contrôle t'exaspère parce qu'il révèle le tien. Sa vulnérabilité t'agace parce qu'elle réveille celle que tu caches. « Il ne m'écoute jamais », dis-tu. Mais au fond, c'est toi qui ne t'écoutes jamais. « Elle ne me comprend pas », affirmes-tu. Mais c'est toi qui ne te comprends pas. « Il me rejette », accuses-tu. Mais c'est toi qui te rejettes depuis si longtemps. Ton corps porte cette confusion. Il accuse, il juge, il se dresse contre l'autre, mais ces tensions révèlent sa propre guerre intérieure. Tes mâchoires serrées parlent de ta propre rigidité. Tes poings fermés révèlent ta propre violence, retournée contre toi. Cette projection, ce n'est pas de la méchanceté. C'est une incapacité à voir ta propre douleur, une impossibilité à reconnaître tes propres blessures. Alors, tu les vois partout ailleurs, chez tous les autres, sauf là où elles vivent vraiment, en toi. « Je vois en toi ce que je refuse en moi », murmure ton âme. Et pendant que tu accuses l'autre de tous les maux, c'est ton propre cœur qui crie au secours. C'est ta propre blessure qui demande à être vue, reconnue, aimée. Ton conflit n'est pas avec l'autre, il est avec cette partie de toi que tu ne veux pas regarder. Maintenant, arrête-toi un instant. Ferme les yeux si tu le peux. Et demande-toi, lequel de ces langages reconnais-tu? Lequel résonne dans ta poitrine comme un écho familier? Quand tu es en conflit, qui deviens-tu? Es-tu celle qui attaque avant d'être blessée? Celle qui disparaît dans le silence pour ne pas risquer l'abandon? Celle qui contrôle chaque détail pour éviter la trahison? Ou peut-être celle qui se fait petite pour être secourue? Celle qui rit pour ne pas pleurer? Celle qui voit ses propres démons dans les yeux des autres? Il se peut que tu reconnaisses plusieurs de ces visages. Il se peut que tu passes de l'un à l'autre selon les jours, selon les personnes, selon la profondeur de ta blessure. Parce que ton âme connaît plusieurs langages de survie. Elle a appris à s'adapter, à se protéger comme elle pouvait. Mais qui lui a enseigné ces langages? Qui était là quand ton petit cœur s'est fermé pour la première fois? Qui était absent quand tu avais besoin d'être vue, comprise, aimée inconditionnellement? Ton langage de conflit, c'est la signature de ton enfance. C'est la trace laissée par cette première fois où tu as compris que le monde pouvait faire mal. C'est la stratégie que ton petit être a développée pour survivre à ce qui lui semblait insurmontable. Cette petite fille ou ce petit garçon qui vit encore en toi, il continue de parler avec ce langage appris si longtemps. Il continue de réagir avec les outils qu'il avait à l'époque. Il ne sait pas encore qu'aujourd'hui, tu as d'autres choix. Regarde-le avec tendresse, cet enfant intérieur qui se bat encore. Il fait de son mieux avec ce qu'il connaît. Il ne cherche pas à te faire du mal. Il essaye juste de te protéger avec les moyens qu'il a. Ton langage de conflit, c'est sa voix qui se fait entendre à travers toi. Et si le conflit était une tentative d'amour maladroite? Et si tout ce chaos, toute cette douleur, tous ces mots qui font mal n'étaient en réalité qu'une tentative désespérée de dire « j'ai besoin de toi ». Et si derrière chaque dispute, il y avait un cœur qui essaie de se faire comprendre dans la seule langue qu'il connaît? Relis tes conflits avec cette clé nouvelle. Quand tu attaques, tu dis « j'ai peur que tu me quittes, alors je te repousse avant ». Quand tu te tais, tu murmures « j'ai tellement besoin de toi que je préfère disparaître plutôt que risquer de te perdre ». Quand tu contrôles, tu supplies « prouve-moi que je peux te faire confiance ». Chaque langage de conflit cache un besoin d'amour immense, mais il parle dans un dialecte que personne ne comprend. Comme un enfant qui pleure dans une langue étrangère et que personne n'arrive à consoler.
Ce que tu veux vraiment, ce n'est pas gagner la dispute, ce n'est pas avoir raison, ce n'est pas prouver que l'autre a tort. Ce que tu veux, c'est être comprise. Ce que tu veux, c'est être vue. Ce que tu veux, c'est savoir que ton amour compte, que ta présence a de la valeur, que tu as ta place dans le cœur de l'autre. Ton conflit, c'est ton âme qui tend la main de la seule façon qu'elle connaît. C'est ton cœur qui crie son besoin d'amour avec les mots qu'il a appris dans la douleur. C'est ta blessure qui essaie de guérir en rejoint le traumatisme, encore et encore, en espérant que cette fois, la fin sera différente. Mais imagine un instant, et si l'autre comprenait ton langage secret? Et si derrière tes attaques, il entendait ta peur? Et si derrière ton silence, il voyait ton besoin? Et si, au lieu de répondre à ta blessure par sa blessure, il répondait à ton amour caché par son amour? Ton conflit n'est pas ton ennemi. C'est un messager maladroit qui porte en lui le plus beau des messages. Tu as besoin d'être aimé. Il y aura ce moment où, au milieu d'un conflit, tu sentiras quelque chose changer en toi, où tu reconnaîtras ce vieux langage qui monte dans ta gorge, mais où tu choisiras de ne pas le parler, où tu verras ta blessure se réveiller, mais où tu décideras de ne pas la laisser prendre les commandes. Ce moment ne sera pas magique, tu ne deviendras pas parfaite, tu ne guériras pas instantanément de toutes tes peurs, mais tu deviendras lucide, tu verras. Et voir, c'est déjà le début de la liberté. Tu sentiras peut-être tes mâchoires se serrer, prêtes à attaquer, mais tu respireras un peu plus profondément. Tu reconnaîtras cette peur ancienne et tu lui parleras avec douceur. Je te vois, je sais que tu as peur, mais aujourd'hui, c'est moi qui choisis mes mots. Tu sentiras peut-être cette envie de disparaître, de te taire, de fuir, mais tu resteras. Tu poseras tes mains sur ton cœur et tu murmureras « Je mérite d'être entendu. Ma voix a le droit d'exister. » Quand tu cesses de répondre avec ta blessure, quelque chose de nouveau peut naître. Une authenticité que tu n'as jamais osé montrer. Une vulnérabilité qui n'a plus peur d'elle-même. Une force qui ne cherche pas à dominer, mais à aimer. Tu découvriras alors que les conflits peuvent devenir des ponts, que les désaccords peuvent créer de l'intimité, que la différence peut rapprocher au lieu de séparer. Parce que quand tu parles depuis ton âme et non depuis ta peur, tu donnes permission à l'autre de faire de même. Ton langage de conflit va se transformer, lentement, doucement, sans violence. Il deviendra un langage d'amour maladroit, mais sincère. Un langage qui dit « J'ai peur, mais je te fais confiance. J'ai mal, mais je reste. Je suis blessé, mais je choisis de t'aimer quand même. » Et c'est là que commence la vraie réconciliation. Pas seulement avec l'autre, mais avec cette partie de toi que tu avais oubliée. Cette partie qui sait aimer sans se protéger. Cette partie qui n'a pas peur de sa propre tendresse. Le chemin continue. Veux-tu le parcourir avec moi?